Salut mec, alors merci pour l'interview. Tout d'abord je me présente, moi c'est Pierrot. À l'époque du BH, on me connaissait sous le nom de Jobard. Là actuellement je suis sur Paris, je suis plus sur Lyon. À la base je suis un skin de Lyon. Et suite au local Bunker Corps qu'on avait monté avec d'autres amis, à la clôture du local, j'ai quitté Lyon pour partir sur Paris. Salut Pierrot, merci d'avoir accepté l'entrevue. Pour la débuter, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ton passé? Alors, tu veux un récapitulatif? Ma jeunesse, tout d'abord, ça va surprendre plus d'un, mais tout d'abord, quand j'étais plus jeune, je kiffais déjà l'effet de bande, tu vois, vivre en bande. Et j'habitais dans un quartier, dans le 8e de Lyon, et je traînais beaucoup avec les rebeux. Et du coup, limite, quand j'étais gamin, je te parle de gamin, la fracture a été au CM2, mais jusqu'au CM1, je voulais être musulman. Je côtoyais que de ça, tous mes après-midi c'était foot avec eux, etc. Je voulais être l'effet de bande parce que je voyais en eux la communauté. Ils étaient communautaires, ils s'entraidaient même s'ils ne se connaissaient pas. Et ça déjà à l'époque, ça me plaisait. Du coup, bien pote avec eux. Ça a été jusqu'au CM1. Après j'ai fait la rencontre d'un pote qui lui, ses grands frères étaient skins. Enfin c'était des faves plutôt. Et de là, j'ai complètement changé d'orientation. Et je suis passé d'un extrême à un autre. Après, on était des petits fafs de primaire, hein. On était en primaire. Après, on est rentré au collège en ZEP. Et là, on a commencé à fréquenter des skins qui étaient plus vieux. Ils étaient plus, eux, dans le délire hooligan. C'était des hooligans, ils étaient quoi? Je sais plus si c'était virage sud ou virage nord. Il y avait un peu des deux. Mais c'était des skins qui étaient dans le quartier. Et du coup, on a commencé à traîner avec eux, à adopter le look. Non, le look, il est venu un peu plus tard. Il est venu vers la 5e, 4e, à se raser la tête, tout ça. Les bombers, les patchs. On n'avait pas de ranger, on mettait des chaussures de sécurité. Et on allait au collège comme ça, on était en ZEP. Et on se faisait embrouiller par la CPE parce qu'un des pions avait balancé le délire des lacets blancs sur les docks, enfin sur les paraboots, etc. Après, le look est devenu un peu plus radical en 3e. Là, on était vraiment en mode sapin de Noël, les patchs, machin, la totale. Ça nous a causé quelques problèmes, bien évidemment, par rapport au quartier où on était et au collège, tout ça. Mais c'était une bonne expérience. Après, quoi dire? Après j'ai fréquenté toujours mes potes du foot qui eux après m'ont conduit dans le milieu hooligan. J'ai commencé par le milieu hooligan, vraiment à m'impliquer, ça a été le milieu hooligan. Avec ma première fight, si je te dis pas de conneries, c'était contre Paris. Ils étaient venus à Lyon. Moi je devais avoir 14, peut-être 15 ans. Je sais plus exactement. Là je m'étais fait démonter. Mais au final, je m'étais fait démonter, mais j'avais grave kiffé. J'avais vraiment pris goût à ça. Et après, de là, on a enchaîné toujours tous les samedis, dès qu'il y avait match, hop, on allait au stade, avec un peu de chance, ça se cartonne, etc. Et c'était nos occupations. Ensuite, après, arrivé au lycée, on a monté une bande, j'ai monté une bande. Par contre, quand j'étais plus jeune, j'étais vachement admiratif de la période de JNR, téléreportage qu'on pouvait voir sur YouTube et Dailymotion. Et je m'identifiais réellement à ça, cet effet de bande et cet effet d'entraînement entre guillemets paramilitaire et d'être prêt en cas de conflit. Ça, quand j'étais gamin, c'est une de mes grandes sources d'admiration et de motivation plutôt. Donc en gros, c'est à cette période-là que tu as réellement commencé à t'impliquer. Avec des petits collègues, on avait créé une bande, BKL, Bunker Corps Lyon. Et à la base, avant que ça devienne le nom de notre local, ce nom a été certifié par les Antifas. C'était pas ça le nom du local, nous c'était simplement le local.
eux ont dit que c'était le BKL, mais en fait, la BKL, c'était une bande. C'était la bande de Lyon 8e. Et on avait notre bande tous les samedis matins. On allait sur un stade de foot à côté de chez moi. On prenait nos gants de boxe, nos protège-dents. Et c'était de la bagarre. Après, il y avait des entraînements, sauter des portails, faire la planche, l'entraînement des pompiers, là. Et même s'entraîner à se gazer. On s'entraînait à la lacrymogène, à encaisser de la lacrymogène. C'était que des petits entraînements. Ça nous a forgés. Et que dire, c'était de bonnes expériences, de bonnes rencontres. Bon, beaucoup n'ont pas duré avec nous. Et après de là, on a continué à grandir. On a fait d'autres fréquentations. Ça s'est élargi un peu plus. Après, ouais, on allait. Là, avant, on était un peu jeunes pour aller dans les concerts. Après, on a commencé à aller dans des concerts à droite, à gauche. Après, moi, je suis rentré dans un groupe de musique par le biais de connaissances. J'ai commencé avec Blocos. C'était un groupe de rock. J'y connaissais rien à la basse, mais je jouais de la basse et quand j'étais plus jeune, par contre, j'avais fait le conservatoire et du coup, j'avais un peu l'oreille musicale, donc j'ai appris sur le tas. Donc j'ai joué dans Blocos. Et ensuite, après, je suis rentré dans Match Retour quand leur bassiste était parti. Et après, on doit être aux alentours de la période du local. On a ouvert le local pour pouvoir faire notre salle de répétition. Parce qu'avant, on les payait, ces salles de répétition. Et salle de répétition, salle de concert et salle à tout faire, quoi. On faisait absolument tout dans ce local. C'était grandiose. C'était vraiment une belle époque. Alors, je vais apporter une précision sur la période de la BKL. À cette époque-là, tu sais, comme je te disais, quand on s'entraînait les samedis matins à boxer, tout ça, etc. Après, en grandissant avec le temps, on a mis en application les entraînements. Et c'est-à-dire, on a commencé à chasser des rouges. À cette époque-là, le quartier de Saint-Jean n'était pas un quartier, on va dire, à réputation faf. C'était une ruelle pleine de pubs, ouvert à tous, à tout type de personnes, des rouges. Il y avait beaucoup de rouges à l'époque sur Saint-Jean, comme la Croix-Rousse. Il y en avait beaucoup. Des punks cachés en tout genre, des rebeux, etc. Et à cette époque-là, on s'est mis à chasser. Pour te dire, on chassait les samedis soirs, les vendredis soirs notamment. Et pour te dire, tu vois, moi par exemple, j'avais demandé une formation de tatoueur à un pote qui m'avait été accordé pour me former, genre à apprendre à tatouer les samedis matins. Ça a duré quelques temps, et après, ça n'a pas duré parce que je me réveillais pas les samedis matins, parce que je passais mes vendredis soirs à chasser avec mes potes. Enfin, avec les mecs de ma bande, la BKL. Et on a été les premiers à faire ça. On chassait des rouges. Je sais plus s'il y avait eu le reportage Antifa chasseur de skin, comme je disais. Mais je sais plus si c'était sorti ou qu'on l'a fait de notre plein gré. Enfin, je ne me rappelle plus. J'ai plus la notion du temps. Si on a fait ça, on a été précurseur ou on a été inspiré, je ne sais plus, bref. Mais bref, on chassait les vendredis soirs, les samedis soirs, on chassait les rouges. On a été les premiers à faire ça. Ensuite, d'autres bandes ont fait pareil, parce qu'à l'époque, on était plein de petites bandes de faf, chacun avait sa petite bande. D'autres bandes ont fait pareil. Et c'est de là que ce quartier est devenu un quartier entre guillemets à réputation faf, tu vois, c'est de là. C'est la BKL qui a été précurseur là-dedans, en chassant les rouges, tout ce qu'on croisait qui traînait, les punks à chiens, les rouges et autres, voilà. Ça a commencé comme ça. Bon, maintenant, on va dire, il y a prescription. Mais voilà, on a lancé le truc. Après, les rouges ont dit le local Bunker Corps, mais en fait, c'est pas ça. Le Bunker Corps, c'était une bâche, la bâche de notre bande. C'était le nom d'une bande et non le nom d'un local. Au final, pourquoi pas appeler le local Bunker Corps s'il le souhaite, ça lui allait bien aussi. Mais voilà, la petite histoire de Saint-Jean, le quartier de Saint-Jean à Lyon, il a commencé à avoir la réputation de faf suite à nos actions
de jeunesse. Et là, ouais, on était jeunes, je sais plus, franchement, je sais plus si on n'était pas encore à l'école, enfin au lycée, je sais plus, mais ouais, on a commencé jeune. Moi, j'ai commencé jeune à traîner les rues. Pour te dire, par exemple, moi j'ai perdu mes 2 parents, et ma mère est tombée malade tôt, quand j'étais gamin, et du coup, c'est entre guillemets mon père qui a fait mon éducation, et mon père a eu un cancer quand j'avais 14 ans. Et du coup, de ce cancer-là, il a arrêté de s'occuper, d'être derrière moi, à me guider et à me... Voilà, il a arrêté d'être derrière moi et de voir, de vérifier ce que je faisais. Du coup, à partir de mes 14 ans, j'ai commencé à traîner les rues. Et à cette époque-là, je buvais. Maintenant, je bois plus d'alcool. Je suis, on va pas dire straight edge, mais ouais, je suis sportif, straight edge si tu veux. Je ne bois plus d'alcool. Et... mais à cette époque-là, je buvais beaucoup, je traînais les rues, et c'était violence, enfin voilà, j'étais vraiment dans le stéréotype du skin des années 80, alcool, violence, donc voilà, et tout ça pour dire que le quartier de Saint-Jean, s'il a cette réputation aujourd'hui, c'est grâce à nous, nous avons été précurseurs. Et concernant la consommation d'alcool, j'ai arrêté moi personnellement à cette époque-là, vu qu'on chassait, ça c'était quand on était plus grand la chasse. L'alcool c'était quand on était plus jeune, de 14 ans, je sais plus quel âge, mais vraiment quand on chassait, là on a arrêté l'alcool pour être efficace. Le mot c'était efficace. Ok, efficace pour la bagarre, on est plus apte quand on est clean que quand on a 3 grammes, mais aussi surtout pour s'échapper. Parce que quand on faisait une action, il fallait se tailler avec les caméras, les patrouilles, machin, enfin les flics. Fallait se tailler pour pas se faire attraper, forcément. C'est ça le but du jeu. Et pour être plus efficace, on a arrêté l'alcool. Il faut être conscient de ce qu'on fait. S'il faut grimper un truc, on grimpe. S'il faut passer sous des bagnoles, voilà. Enfin voilà, nous on était prêts physiquement. Et physiquement, mentalement on l'était. Et voilà, stop l'alcool. Voilà, le mot d'ordre c'était efficacité. Et je conseille aux autres d'en faire autant, d'arrêter l'alcool et de devenir plus efficace et de réfléchir. Après, concernant les drogues, nous on touchait pas à ça, on était anti-drogue, et même quand on chassait, on était vicieux, on allait voir des mecs, ouais excuse-moi, t'as pas du shit, en fonction de sa réponse, il prenait la foudre ou ça se passait bien, quoi, si je puis dire. Donc voilà, une grande époque, cette époque-là de la chasse, de la bécane, tout ça, machin, on s'est bien amusé. Honnêtement, voilà, faut bien que jeunesse se passe, on fait tous des conneries. Effectivement, avec le recul, on s'assagit, on va dire. Là maintenant, je dis ouais, c'était quand même des conneries qu'on faisait, mais ça nous a forgé et c'est un bon apprentissage de la vie et aucun regret, non, on s'est bien amusé, aucun regret. Et comment était la sphère skin à Lyon? Alors, que dire? Après le milieu skin à Lyon, à mon époque, il n'était pas non plus... Enfin, les premiers skins de Lyon, c'était des mecs de quartier aussi. Dans le quartier du 8e d'ailleurs aussi. Après, il n'y en avait plus trop, il y en avait toujours dans le foot, notamment chez les Bad Guns, tout ça. Et c'était des vieux, après des jeunes, non, il n'y en avait plus trop. Et de souvenir, niveau look, j'étais l'un des seuls qui était looké. Hein. Tout mon entourage, après, c'était plus casual. Et maintenant, encore pire, c'est vachement casual. Il n'y a plus trop de look skin sur Lyon. Après, ouais, j'ai oublié de préciser, mais plus jeunes déjà, les vieux avec qui on traînait là, on allait faire du collage d'affiches forcément pour le parti qu'on supportait, je vais pas le citer, mais on faisait déjà jeune, on était collégiens, on allait coller pour ça. Et des fois quelques bagarres avec ça, quoi, mais non, c'était cool. Donc là, on parle un petit peu de ce passé militant, mais qu'est-ce qui t'a réellement donné envie de rentrer dans le milieu nationaliste ? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de rentrer dans le milieu nationaliste ? Réellement, c'est une prise de conscience. C'est, moi, je traînais qu'avec des rebeux, machin, etc., machin. Mais au final,
avec la personne que j'avais rencontrée à l'époque, dont ses frères étaient FAF, il m'a fait prendre conscience que tous les problèmes qu'on avait entre guillemets dans la rue, parce qu'on traînait les rues, ça venait toujours des mêmes, des gens issus de l'immigration. Donc de là, petite ouverture d'esprit, enfin ouverture des yeux plutôt, et remise en question, et au final, mec, t'avais raison, c'est... Ok, mais les robots avec qui je traînais étaient super cool. Effectivement, c'est vraiment des sources à problème. Et du coup, je me suis gentiment mis du côté nationaliste. T'aurais des références musicales de ta jeunesse ? La musique, après, comme tout le monde, ça a été le rock et un peu de Oi, mais ouais, le rock, c'était vraiment, ma découverte musicale, je la faisais sur YouTube. Donc je connaissais pas non plus tout ce qu'il y avait, c'était vraiment ce qui n'était pas censuré, ce qui avait été mis sur internet. Sinon non, après on squattait des petits sites, je me souviens plus des noms, mais il y avait des sites ou des radios où là on pouvait écouter des musiques qui n'étaient pas sur YouTube. Et après en grandissant on a fait des rencontres et on a vu des amis qui vendaient des CD, etc. Machin. Ah même. J'avais commencé, en 5e, un des anciens qui m'ont entre guillemets chapeauté, à l'époque m'avait fait même 2 ou 3 cassettes, je sais plus comment ça s'appelle, mais les petites cassettes qu'on mettait dans les Walkman. Et c'était des compiles de musique, c'était du rap français, riff français. Et il m'avait fait des petites cassettes et dessus il avait écrit un message, je sais plus ce qu'il avait écrit dessus, c'était au lieu qu'il y ait le nom de chaque groupe qui apparaissait dessus, c'était un petit message militant sur les cassettes et j'ai écouté ça en boucle, j'écoutais que de ça dans mon Walkman quoi. Donc là t'as parlé d'un fameux local à Lyon, est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus ? Donc voilà, après on passe, on grandit, arrive l'ouverture du local, comme je t'ai dit. À la fermeture du local, une précision, c'est cette fermeture, c'est pas la mairie qui a gagné, les rouges qui ont gagné, etc. C'est un choix personnel. Parce qu'en fait, on avait reçu des fermetures administratives et à chaque fois, ils nous disaient faut faire ci, faut faire ça. Donc on faisait venir des corps de métier qui intervenaient, ça avait forcément un coût. On faisait ça et le temps de remettre ça en point, on ne pouvait pas recevoir du monde. Donc on ne pouvait pas recevoir de clients, on pouvait recevoir personne. Du coup, on ne pouvait pas subvenir au loyer. Le loyer, je ne sais plus de mémoire, si on payait au trimestre. Je vais dire une connerie, mais je crois que c'était 600 balles par trimestre. Je crois que c'était ça notre loyer. Et c'était pas non plus de ouf, mais on voulait vraiment qu'il y ait un autofinancement. On faisait un concert par semaine ou par mois, je sais plus. Et l'entrée était à 10 €. On faisait pas plus, c'était juste, subvenir au loyer du local. Et les travaux, à chaque fois on faisait des petits travaux de confort. On a eu cette fermeture administrative, au début on n'en avait pas. Même ça, là où on était placé, ça arrangeait notre propriétaire. Parce qu'on était dans une impasse et cette impasse était mal famée, il y avait du deal, des putes, des toxicos, et il avait sa boîte. Et sa boîte était collée à notre local. Et du coup, ça l'arrangeait qu'on soit là, parce qu'au final, avec notre arrivée, il n'y avait plus un pli dans la passe, et il n'y avait que nous. Du coup, on posait un peu problème aux personnes du quartier, aux voyous du quartier, qui avaient l'habitude de faire tout et n'importe quoi dans cette impasse. Et au final, on était, entre guillemets, le chien de garde ou l'alarme du magasin de notre propriétaire. Au final, les rapports étaient super cool avec, on l'arrangeait. Et donc on a eu cette fermeture administrative par la mairie, parce qu'à l'étage, on avait un étage, à notre local, on était en rez-de-chaussée. À l'étage, on avait hésité à le louer aussi, pareil, c'était le même loyer, et faire des dortoirs, un peu dans le délire Casa Pound. Dortoir, en fait, il y avait plusieurs pièces. On voulait faire des petits studios, un espace de toilettes commun, un peu comme en camping. Et on s'était tapé à faire ça. Au final, on ne l'a pas fait.
Et ensuite, ce local a été loué à une association de théâtre. Qui dit théâtre, je ne vais pas faire une généralité, mais souvent qui dit théâtre dit gauchiste. Et effectivement, ça n'a pas loupé. On avait des gauchistes au premier étage. Et du coup, c'est eux qui ont dévoilé l'existence de notre local en plein centre de Lyon. On était Lyon 7e à 5 minutes à pied du métro et du tramway. On était à entre 10 minutes et un quart d'heure du stade de Gerland. À pied. Donc, fermeture administrative, on ne peut plus recevoir de monde. Du coup, nous on fait les remises nécessaires, on fait les travaux qui nous sont imposés par la mairie, parce que c'était le seul moyen de nous faire fermer. Tout était en règle, on ne posait pas de problème dans le quartier, pas de débordement. On était au fond d'une impasse, on était en plein centre-ville, mais dans une impasse. S'il y avait des problèmes, c'était quoi? C'était des bagarres en interne qui se passaient devant l'impasse, ou des histoires d'ivrogne, rien de ouf. Mais vu qu'on était dans l'impasse, il n'y avait rien autour, on posait de problème à personne. Donc personne ne savait réellement où on était, jusqu'à que l'association de gauchistes vienne mettre leur nez juste au-dessus. Donc fermeture administrative, les mises à jour à chaque fois, mais ils procédaient par étapes en fait. Ils nous disaient il faut faire ci et ça, ok. Après il fallait reprendre rendez-vous avec eux. Une fois qu'on avait fait ça, la remise aux normes, fallait prendre rendez-vous avec eux, ils revenaient, ok c'est bien vous avez fait ça, mais maintenant il y a ça à faire. Il fallait nous le dire tout de suite, tu vois. Donc à chaque fois ils repoussaient, et à chaque fois on avait un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, 4 rendez-vous, et ça mettait des délais. Parce qu'à chaque fois, au lieu de nous dire dans l'ensemble qu'est-ce qui ne va pas, de nous faire un listing pour qu'on mette tout à zéro et de repartir à zéro, à chaque fois ils faisaient ça sur la durée. Le but était de nous épuiser financièrement. Donc après, ça a quand même duré cette période. Après, question intelligente, au final, le local, il ne s'autofinance pas, on perd de l'argent à le tenir ouvert parce qu'il n'y a pas d'entrée. Alors que normalement, le but c'était pas que ça nous coûte de l'argent de notre poche, le but c'est qu'il existe et voilà. Donc au final, la décision a été sage de notre part, ça a été de limiter les frais en stoppant nous-mêmes le local. On stoppe, on dépense plus d'argent. Après, on aurait pu faire une parade. La parade était de faire des concerts ailleurs comme on faisait auparavant. Avant, on faisait des concerts dans des bars, dans des salles des fêtes, comme on faisait auparavant. La parade aurait été de faire ça pour remplir la caisse et assumer le loyer du local, les travaux de mise aux normes, etc. Donc on aurait pu faire ça. Au final, je ne sais plus pourquoi on ne l'a pas fait, ou peut-être simplement parce qu'on n'y a pas pensé à l'époque. Mais ça aurait pu être la parade pour garder le local. Donc au final, on stoppe de nous-mêmes le local. Donc il n'y a aucune victoire des rouges, ouais on a fermé le local, non, c'est nous-mêmes qui avons voulu, pour pas perdre l'argent de la caisse, etc., ou que ça nous coûte de notre poche. Donc c'était une question plus de bon sens d'arrêter là, de limiter les frais en arrêtant là. Parce que clairement, le but était de nous faire fermer, de nous épuiser financièrement, et pour limiter la casse, il était plus sage d'en arrêter là, de nous-mêmes, et on leur coupait l'herbe sous le pied. Et du coup, après ça? Donc après, ensuite, moi je monte sur Paris. Sur Paris, je me fais un peu gentiment oublier, parce qu'après, cela dit, mon entourage proche de Lyon, avec qui je traînais, ça a été bracelet, prison, condamnation, donc forcément, vu que c'était mes amis, mon entourage vraiment proche, j'aurais fini avec eux, prison, bracelet ou peu importe. Et cela dit, je me souviens d'une phrase de Renaud qui tenait le local avec moi. À l'époque, on était sous Sarkozy, il me disait t'inquiète pas, les prochaines élections, c'est la gauche qui va passer, et là, ça sera la fête au village. Il m'avait dit ça. Au final, on ferme le local, la gauche, effectivement, elle passe, et ce ne fut pas la fête au village, parce que sous ce quinquennat, le JNR, tout ça, machin, ça a été dissous, Valls, au final, on aurait trinqué. Non, il y avait Taubira, c'est à cette époque-là, il y avait Taubira, Valls, je ne sais plus exactement. Mais au final, on a bien fait de fermer le local, parce qu'on aurait pu avoir de sérieux problèmes.
Donc bon, je monte à Paris, je me fais oublier un peu parce que aussi les rouges, ils faisaient plein d'articles informatiques, ou même des articles papier, des documents Word, machin. Ils faisaient des articles sur le local, sur nos noms, nos adresses apparaissaient sur Internet. D'ailleurs, j'attendais tous les soirs quand je rentrais chez moi je vivais chez mes parents, je m'attendais à avoir une visite, une visite de rouge. Mais au final, non, j'ai jamais rien eu. Rien. Je m'y attendais, mais jamais de visite. Voilà, donc Paris. Après, j'ai été contacté par Loïc de Marseille, pour monter pas pour monter le boudin d'honneur, parce qu'il existait déjà depuis peu de temps, un mois ou deux. Il m'a contacté pour intégrer l'équipe, et au final, j'ai intégré l'équipe du Blue Dan Honor Hexagone, et de là, les grandes aventures ont commencé. Donc pour les nouveaux auditeurs, on a déjà parlé du Blue Dan Honor dans une ancienne interview, donc les plus anciens doivent sûrement s'en rappeler, il y a quelques années, mais du coup pour les auditeurs les plus récents, est-ce que tu pourrais parler de l'orga et ton parcours à l'intérieur de celle-ci? Alors au début, le Blue Dan Honor Hexagone était vraiment constitué de membres du Sud, Aix, Marseille, Fréjus, enfin c'était vraiment sud de la France. Après je suis rentré, donc ça donnait Lyon et entre Lyon et Paris. Donc au début on était 5, on a fait quelques concerts, c'était dans le sud. Bon, ça marchait bien, mais en moyenne c'était 130 personnes, 130 personnes. Au bout d'un an, j'ai mis l'hypothèse de non, les concerts, il faudrait qu'on les fasse à Lyon, parce que c'était ma terre, entre guillemets ma terre. Et j'étais persuadé que ça marcherait mieux que de les faire dans le sud. Et effectivement, ce fut le cas. Donc j'avais toujours mon réseau sur Lyon de potes, machin, pour louer des salles. On est arrivé à se louer des salles sur Lyon, et de là on a fait nos concerts, et l'influence a bien prise. Parce que dans le sud, au final, il n'y a que des mecs du sud. Et à Lyon, c'est central, t'as la Suisse, t'as 2 heures de Paris en train, t'as 2 heures du sud, il y a 2-3 heures de Limoges, enfin c'est vraiment central. Et du coup, c'était plus simple pour recevoir du monde. Donc on a continué, on s'est lancé dans les concerts en région lyonnaise. De là après, au final, on a intégré quelques membres de la région lyonnaise aussi. On n'a pas que, on en a eu vers Toulouse, en Bretagne, en Alsace-Lorraine, Picardie. Enfin voilà, on a eu des membres, même région centre, Limousin. Enfin voilà, on a eu quelques membres un peu de partout. Grosse équipe, pareil, toujours dans le délire, on était vachement sélectifs. On marchait au vote pour vraiment la cohésion du groupe. On ne voulait pas que si une seule personne s'opposait à l'entrée d'un membre chez nous, on ne donnait pas suite. Ce n'est pas un nom définitif. La porte n'était pas close, mais tant que c'était pas OK pour tout le monde, pour la cohésion du groupe, on n'acceptait pas la personne, parce que voilà, quand on est en bande, l'important c'est vraiment que quand on se dit frère, c'est vraiment qu'il y a un lien fraternel réel, pas du pipeau, machin, et ça se fait des petits dans le dos, ouais, t'as baisé ma meuf, gna gna. Non, nous c'était vraiment cohésion, mais cohésion réelle. Donc l'importance du vote, et du vote à l'unanimité. Donc bon, on fait notre petite aventure, nos concerts. En général, on faisait un concert par trimestre. On a vraiment fait vivre la scène. Je pense pas... Nous, on a, dans le peu de temps qu'on a duré, aucune autre organisation, je pense, en a fait autant. Je peux me tromper, mais on a quand même fait un paquet de concerts, un paquet de flyers, un attractif, de nombreux groupes. Voilà, surtout, on ne voulait pas faire des concerts franco-français avec que des groupes français que tout le monde a vu 15 fois. On voulait faire vivre la scène, mais faire découvrir aussi des groupes. Donc, on essayait au mieux de faire venir des groupes de l'étranger, d'avoir des concepts avec le Ori Tattoo Fest, première convention de tatouage, Nuski, les combats de MMA qu'on
qu'on avait participé à l'organisation, enfin en très grande partie. Notre associé de l'époque, sur le coup, Pride France, avait ramené quelques combattants, mais voilà, bref. Passons. Voilà, on avait fait ça. On voulait faire vivre la scène, mais réellement, nos prix, c'était pas des prix excessifs par rapport au groupe qu'on voulait. On voulait vraiment faire qu'on rentre dans nos frais, que ça soit pas trop cher pour pas. Le but, on est le skin, on est entre guillemets prolo, on va pas allumer la gueule des gens, à faire des concerts à 30 balles ou machin. Non, c'est. Le but, c'était que tout le monde s'y retrouve et de faire bouger la scène, quoi. Parce que c'était notre mission. La mission du Blood and Honor, c'est d'amener les gens à la cause par le biais de la musique. C'était la cause principale du Blood and Honor, comme le voulait Ian Stewart. Donc nous, on accomplissait la mission, on fait des concerts. Un initié peut amener un nouveau. Le nouveau, par le biais de la musique, il va peut-être avoir une révélation. Ah ouais, effectivement, c'est pas mal. Effectivement, dans les paroles, vous avez raison, etc. Et de fil en aiguille, par ce biais de la musique, conduire les gens à la politique. Donc c'était réellement notre but. Donc on fait notre petite vie. Là après, on est en pleine période des attentats sur Paris, enfin à droite à gauche, les attentats islamistes. Et là, on se fait tous péter. Là, on est en début avril, là où je fais l'interview. On est le 4 avril. Et nous, on s'est fait péter le 29 mars. Bon, il y a 5 ans, on a fêté la date anniversaire, là. Et on s'est tous fait péter. Le PSIG, machin, la gendarmerie, machin, qui pète les portes, qui rentre, garde à vue, machin, interrogatoire. Et en fait, ils ont expliqué, les gendarmes ont expliqué qu'ils étaient persuadés qu'on allait s'attaquer à Daesh, que l'extrême droite allait s'attaquer à Daesh, notamment nous. Et, là, on leur disait, oh les gars, on flic, on a des femmes, des enfants, des crédits. Non, on est, entre guillemets, on n'est pas des marginaux. Ok, on est skin, mais on n'est pas non plus des cassos, à faire un peu n'importe quoi. Donc on expliquait ça aux flics qui nous auditionnaient. Cela dit, bon après ils nous reprochaient des trucs, notamment pour ma part, moi j'avais des armes. Parce que quand j'étais plus jeune, je faisais du tir à Lyon, j'avais des armes, et on me reprochait d'avoir ça. Et les flics qui m'interrogeaient, cela dit, petite parenthèse, qui était très cool et compréhensif, les flics qui m'interrogeaient, il y en a un qui était sur Marseille, parce que l'enquête démarrait de Marseille, et un qui était de Nanterre, région parisienne, qui lui était spécialiste dans tout ce qui était djihadiste. Et le mec, il m'a dit, écoute, je lui disais, moi j'ai des armes, ok, mais parce que je sais qu'un jour ou l'autre ça va péter, c'est une évidence. Et l'actualité, tous les jours d'actualité, voilà, ça donne raison aux gens qui ont ce raisonnement. Donc oui, j'ai des armes, je veux défendre ma famille, je veux me défendre moi-même. Je suis pas un débile à faire tout n'importe quoi, mais voilà, c'était en prévention. Et un des flics, notamment celui qui était spécialiste de djihadiste, il me dit, ouais, écoute Pierrot, t'as entièrement raison, t'as raison, je suis d'accord. Mais sauf que là, t'es en France, t'es pas aux États-Unis, ici t'es chez les bisounours. Et il me donnait raison, mais au final, ouais, on accomplit les consignes. Tout ça, c'est confisqué, tu vas avoir des problèmes, blablabla. Donc voilà, après, au final, ils sont venus me chercher à Paris, ils m'ont descendu à Marseille, les gardes à vue à Marseille et tout, etc. On rencontre la juge pour voir si on était effectivement des débiles ou pas. Peu de temps avant, quelques temps avant, il y a le C-18 qui s'était fait démanteler, pareil. Peu de temps, peut-être plusieurs années avant. Bon, eux, ils ont fini en prison, parce qu'au final, le juge qui gérait ça a dû se trouver que c'était des débiles. Et après, ils avaient fait les photos avec des armes, machin, les photos bien mythos, etc. Et donc nous, on rencontre notre juge, elle voit qu'on n'est pas débiles. Au final, on ressort libre, libre, mais sous contrôle judiciaire. Et toujours à l'heure actuelle, là, on est toujours sous contrôle judiciaire. Pas le droit de se voir, on doit pointer une fois par mois, etc. Préciser si on doit se déplacer à droite, à gauche, etc. Voilà. Donc, tout ça, après, voilà, aussi, c'était...
comme je disais, ils s'attendaient à ce que qu'on s'attaque à Daesh. Et genre 2 semaines après notre interpellation, il y a le boss de la DGSI de l'époque, je sais plus c'était qui prend la parole et il confirme ce que les flics nous disaient. Ouais, on s'attend à ce que encore 1 ou 2 attentats et on pense que l'extrême droite va passer à l'action. Donc ça confirmait, voilà, mais oh les gars, Daesh, c'est qui, c'est où, c'est comment, vous-même, vous ne savez pas, alors des petits skins machin, on ne sait pas non plus, et encore moins. Donc, c'était complètement dans la paranoïa, mais au final, ça devait être pour promouvoir la session, pour promouvoir un mec qui a dû avoir un nouveau poste, machin, enfin, je sais pas le... Ouais, ils avaient peut-être des comptes à rendre, un système, ouais, faut un peu niquer l'extrême droite vu qu'on parle trop des Arabes, je sais pas, j'ai pas le fin mot de l'histoire. Donc bon, après ce démantèlement, on n'est pas mort, hein, on continue, on fait quelques concerts, mais ça a quand même mis une sacrée claque à la scène parce que on passe de concerts à 400-500 personnes, on passe à des concerts à moins de 100 personnes, ouais, peut-être 50. Donc la scène skin prend un coup, la scène musicale, elle prend un sérieux coup avec ça. Et autour, les autres organes ne font pas forcément mieux. Donc ça met un peu tout en stand-by, malheureusement. Donc les années passent, après on a eu la fameuse dissolution. Alors que bon, on fait plus de bruit, nos concerts de 400 on passe à 50 pèlerins. Ouais, ok, d'accord. Donc la dissolution a été réclamée sans doute par le CRIF. Enfin, il fallait apporter sur un plateau des organisations d'extrême droite. Avec nous, on a eu alors le Bastion et le C18. Ils ont dissous les 3 en même temps. Bon, je pense qu'ils visaient plus le Bastion, mais il fallait rajouter un peu des noms, histoire que le dossier fasse crédible. Donc, la dissolution. Mais on peut pas dissoudre un truc. Oui, certes, ils l'ont dissous, mais les idées ne meurent jamais, quoi. Donc bon, affaire à suivre. Qui comprendra, qui pourra. Et après toutes ces années, t'aurais certains regrets ou Non, aucun, franchement. Là, peut-être j'en ai eu, mais j'ai plus le souvenir. Mais non, aucun regret. Ouais, effectivement, que des fiertés. Et voilà, on est les premiers à avoir fait ci, on est les premiers à avoir fait ça, on est les premiers à avoir fait venir tel groupe, machin. Enfin non, que des fiertés. Et voilà, l'important c'était que ça parle de nous. L'avenir, par rapport au BH, comme diraient les vilains, nous serons jamais morts, nous serons toujours là. Et le mien, je ne connais pas l'avenir, on verra. Qui vivra verra, voilà. Donc nos positions sont clairement dissidentes et mises tricardes de la société. Est-ce que ta position est connue de tes proches, de ton boulot Alors sinon, la vision des choses, oui, elle est connue de mon entourage. Alors, ma famille, oui, bien évidemment. Quand j'étais plus jeune, j'étais entre guillemets le vilain petit canard. Parce que je suis un enfant de bonne famille quand même, on va dire, on va pas se le cacher. Mais au final, de ce que je disais quand j'avais 14 ans, la vie me donne raison. Et au final, mes sœurs qui sont de droite, par exemple, mais enfin pour moi c'est droite gauchiste, enfin voilà, l'amour de soi, du prochain, etc. Au final, la vie me donne raison. Moi à l'époque, je parlais de décapitation en France, je me souviens de mes grands-parents me disaient mais non, jamais de la vie, ça n'arrivera. Au final, les années m'ont donné raison. J'avais le souvenir de repas à Noël où une de mes tantes se foutait de moi en faisant des bras tendus, machin, ouais, le délire skinhead, machin. Mais au final, cette même tante, elle est faf maintenant, tu vois, donc la vie m'a donné raison. L'évolution de la vie, l'évolution de la délinquance, l'évolution de l'immigration, voilà. Donc autour de ma famille, non, bon, ils savent très bien. Dans mon boulot, pareil. Et je vais vous surprendre. Je m'entends très bien avec des Marocains, enfin des Rebeux, notamment surtout des Marocains, mais quand je dis très bien, c'est très bien. Ils savent que je suis skin. Il y en a même un collègue, je sais pas d'où il sort ça, d'internet, ou il a le bras long, c'est un Rebeu qui a le bras long, peut-être qu'il a des renseignements de je ne sais où,
il fait du tir avec les flics, du tir sportif avec les flics, mais enfin, peut-être qu'il a des renseignements autres, et il me sort, 10 ans plus tard, hein, il me sort mon passé, il me parle du local Bunker Corps, Lyon-Gerland, il m'en parle 10 ans après. Donc il a fait sa petite enquête, et au final, ça pose aucun problème. Mes collègues de boulot, ils savent que je suis skin. Ils m'appellent le skin, ou pour me taquiner, le skin discount, le skin de Wish pour me taquiner, mais bon, ils savent très bien, et ça pose aucun problème. Donc on va dire qu'ils ont une belle ouverture d'esprit. Cela dit, moi aussi, je suis pas non plus teubé, je sais faire la part des choses, et on a quand même un ennemi commun, je développerai pas plus, mais on s'entend beaucoup sur certains sujets, voilà. Donc voilà, ouais, ça doit surprendre, mais c'est le cas. Tu penses quoi de la répression sur nos personnes? Alors, par la répression, tout dépend ce que tu vas entendre, mais ouais, je sais pas trop, je saurais pas trop te répondre. Ça, la répression, j'en ai pas. Moi, j'ai pas forcément, à part mon contrôle judiciaire et la dissolution en parallèle. Voilà, concernant le BH. Après, concernant tous les milieux nationaux, ouais, là actuellement, on est vraiment l'ennemi, et faut dissoudre, faut faire taire, parce que le système s'aperçoit que nos idées sont les bonnes. Enfin, le système, voilà, il veut rester en place, mais les gens, l'évolution de la vie fait que les gens s'aperçoivent que nos raisons, notre façon de penser n'est pas forcément, voilà, c'est pas la pire, quoi. Donc au final, on donne raison, quoi. Ils nous donnent raison. Donc il faut absolument nous couper l'herbe sous le pied et nous faire taire. Donc c'est pour ça, dissolution sur dissolution. Là dernièrement, on a eu les identitaires. Voilà, et c'est pas fini. Après eux, il y aura quelqu'un d'autre, machin. Cela dit, petite parenthèse. Mon avis par rapport à la dissolution des identitaires, ok, voilà, c'est fait. Mais maintenant qu'il n'y a plus ni l'œuvre, ni le GNR, ni Blue Dan Honor, ni les identitaires, ni ici, ni ça, maintenant qu'il n'y a plus rien quasiment, ça serait peut-être temps de faire vraiment un gros truc, tous en commun. Moi, c'est ma vision, peut-être que je me trompe, mais ma vision, ça serait ça. Donc, de cette dissolution peut renaître un truc éventuellement grandiose. Après, à tenter. Hein. Qu'est-ce que tu penses du coup du milieu actuel ? Alors, ma vision du milieu actuel. Pour moi, parlons du milieu skin. Le milieu skin, il a pris une sacrée claque. On voit que chez les skins, il n'y a que des vieux quasiment. Chez les jeunes, ils sont plus en mode casual, passe-partout, monsieur tout le monde. Bon, ça évite quand même des problèmes d'avoir le look skin, c'est pas faux. Mais bon, peu importe. Donc le look, y a pas, enfin c'est le milieu il est plus polissé, on va dire, visuellement parlant. Comment dire, après il évolue, son évolution. Ouais, va y avoir plus de monde, mais ça va être plus du politiquement correct, moins ardos, on va dire. Est-ce que c'était mieux avant ? Tout dépend de la vision de la chose. Après, il y avait du bon et du mauvais à l'époque, et actuellement il y a du bon et du mauvais, donc je n'aurais pas trop un avis là-dessus. Et musicalement parlant, tu aurais un avis ? Au niveau musical, par contre, là, il n'y a plus grand groupe, il n'y a plus grand chose. Les Movis, ils ont arrêté, bon, c'est pas totalement mort, Fracas, on n'entend plus parler, enfin, il y a 2-3 groupes encore, mais on n'en entend pas parler, quoi. Il n'y a plus grand chose, la scène, que ce soit en termes d'organisation de concerts et de groupes, la scène, elle a quand même pris un coup. Bon, après, pour moi, c'est cyclique, hein, il y a déjà eu des hauts et des bas dans le milieu, par les années, et au final, là, on est dans la période basse, et je suis persuadé que ça va remonter, la roue va tourner, j'en suis persuadé. C'est un cycle, là on est en période morte, et ça va repartir, j'en suis persuadé. Mais après, j'espère ne pas me tromper par contre. Selon toi, on va passer sur une note un petit peu plus politique. Selon toi, les représentants sont-ils meilleurs ou pires ? Alors, politiquement parlant, les représentants...
Nos représentants, moi je vais dire, oui je suis proche RN, anciennement Front National. Personnellement, moi je suis pas fan de Marine. De son père, oui, effectivement. De Marine, non. Par contre, je suis un grand fan de Marion. La Marion, ça serait le mieux pour nos idées, que ça soit elle qui soit en place. J'aime bien le petit Jordan Bardella, là. Lui, il est pas mal, ouais. Il est pas mal. Par rapport au milieu purement skin, peut-être ça va gêner quelques-uns, ce que je vais dire, mais la place de Serge Ayoub, elle manque. Parce que, ok, il a peut-être des casseroles au cul, peut-être, hein, je ne sais pas, je m'en fous. Mais il parlait bien et il nous représentait bien. Donc je suis un peu déçu qu'il ne soit plus là ou qu'il n'y ait plus de personnes dans ce délire-là. Voilà, après ça c'est dommage qu'on n'ait pas un représentant qui vient vraiment du milieu skin, ça c'est un peu dommage. Après par rapport à nos politiques, par contre il y a quelque chose qui me choque sur la vie actuelle, c'est que on est dans une phase de décadence, c'est accru, mais là ces derniers temps ça va de plus en plus vite et de plus en plus loin. Là c'est le plein boom, Black Lives Matter, machin, non faut pas dire ci, faut pas dire ça, enfin voilà, là ça devient abusé quoi, c'est vraiment on peut plus rien dire, mais même des blagues, machin, non faut pas, non ça va choquer de la communauté, enfin on est vachement sur le regard de non ça c'est pas bien, tu peux pas dire ça, et il y a vraiment une accélération de la répression de penser, de parler, là c'est pas fini, donc là ce qui nous attend, ça risque d'être un peu ardos quoi. Donc ça m'amène à une question un peu plus d'actualité, mais qu'est-ce que tu penses des nouveaux fleurons de la dissidence, du genre Papacito, Raptor, Estelle Red Pill Raptor, tout ça, personnellement moi je suis pas fan. Raptor, je suis pas fan. Papacito, il m'amuse bien, il me fait bien rire. Bon après, j'apprécie pas tout dans sa vie, voilà. Mais sa vision, j'aime bien, il me fait bien rire. Estelle Red Pill, elle a pris le créneau, elle se fait connaître, mais je suis pas fan non plus. Sa façon de parler fait racaille, je la trouve limite pas blanche. Peut-être qu'elle est très gentille. Bon après, au final, si elle peut amener des gens à la cause, parce qu'elle plaît à des gens, machin, pourquoi pas. Mais perso, je suis pas fan. Je suis pas très fan. Après, il faut qu'il y ait des personnes qui nous représentent. C'est bien qu'elles soient sur TikTok, les trucs à la con, bien que je déteste cette application, tout ça. C'est bien, c'est comme il y a qui aussi là, celle des identitaires là, j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Thaïs, pardon, c'est bien aussi. Il y a la nana de Némésis, tout ça, non c'est bien qu'il en faut. Il y a Baptiste Marchais, c'est bien. Il en faut, il y a des créneaux à prendre et il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes de notre mouvance qui fassent ça. Ok, on aura toujours des détracteurs, mais au moins on sort la tête des buissons et on prouve qu'on existe. Et il y a des créneaux à prendre, que ce soit sur les réseaux, sur ci, sur ça, machin. Il y a des créneaux à prendre, il faut les prendre. Il faut montrer qu'on existe. Et à force, on va ramener des gens à nous par le biais de toutes ces actions. Donc, je vais pas forcément être fan de la personne en soi, de tel type ou telle personne, peu importe. Mais le fait qu'ils amènent des gens à notre cause, bravo. Voilà, il en faut encore plus. On a parlé là il y a quelques minutes des regrets, du passé, du Blood and Honor. J'aimerais évoquer avec toi le reportage d'une certaine personne, donc on la citera pas, mais je pense que la plupart des gens vont la reconnaître, qui aurait fréquenté le Blood and Honor et qui aurait fait un énorme mea culpa, etc. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à cette personne-là ? Ah, alors oui, effectivement, l'été dernier, il y a eu un reportage fait de sa personne ou non, je ne sais pas, mais pour la dédouaner. Bien évidemment, tu parles de la boxeuse. Donc effectivement, elle a été l'ex d'un membre de chez nous.
Et bon, elle s'est séparée. Enfin, la séparation a été délicate, on va dire. Et du coup, bon, après, elle a fait sa carrière dans la boxe. Et elle perce, justement. Donc, bon, bah, pour ça, bravo à elle. Mais bon, le passé la rattrape un petit peu, on va dire. Et madame bah, a fait un mea culpa. Bon, là-dessus, pourquoi pas, enfin, en disant que c'est son passé, etc. Elle avait fait ça dans un premier temps. Et dans un second, il y a eu ce fameux reportage où là, bah, elle va un peu loin à mon goût. Bon après, ça ne me regarde pas, mais elle va un peu loin à mon goût. Tu peux dire que c'est ton passé, mais de là à dénigrer, excusez-moi l'expression, à baisser son fut comme ça. Parce que là, les propos qu'il y a eu, c'était quoi, si je me rappelle bien, j'aime le melting pot des salles de sport, de ci, de là, enfin. Ça va loin, ça va loin. Que tu fasses un mea culpa pour ta carrière, je l'entends, je le comprends, et oui, je vais pas lui donner tort. C'est effectivement, oui, tout le monde aurait pu faire ça. Effectivement. Mais là, il y a eu un cap de passé avec limite des propos pro-métissage. Et là, ça allait loin. Selon moi, non, ça va trop loin. Là, c'est clairement un baissage de fut. Ok, t'as un passé. Soit tu fais des excuses, machin, ou soit tu l'assumes et ouais, j'ai fait ça. Oui, c'est mon passé. J'ai tourné la page. Fin du débat. Mais on n'était pas obligé d'avoir ce triste spectacle pathétique à baisser son pantalon comme ça. C'est niveau dignité. J'entends bien la carrière, hein, mais là, les propos étaient un peu loin à mon goût. Donc bon, c'est fait, c'est fait. De là à nous dénigrer, machin. Elle est sortie avec un mec de chez nous. Ouais, effectivement. Ils se sont rencontrés à un de nos concerts. Donc quand elle va dire dans son interview que c'est nous qui l'avons conduit à ses idéaux nauséabonds, etc., bah, c'est totalement faux. Elle les avait d'elle-même au démarrage. Et c'est d'ailleurs dans nos concerts qu'elle a fait la rencontre de son petit copain de l'époque, avec qui ça s'est mal passé à la fin, et avec qui du coup... et qui lui a porté préjudice pour sa carrière. Voilà, les histoires, mélange pas, faut pas mélanger les histoires qu'elle a pu avoir de couple et la bande en général. Donc ça va nous éclabousser, ça nous a éclaboussé un petit peu. Bon après c'est éclabousser, c'est un bien grand mot, hein, ça nous, personnellement ça nous fait ni chaud ni froid, mais effectivement c'était aller un peu loin, donc bon c'est libre à elle, mais un peu triste quoi. Et d'ailleurs, je vais rebondir par rapport à tout à l'heure quand tu me parlais de la Estelle Red Pill, tout ça. Je te disais, oui, c'est bien si elle peut ramener des gens de notre cause, mais à noter, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, à prendre avec des pincettes. Je me fie à ce que je vois, à ce que je peux voir sur les réseaux. Bon, effectivement, il y a eu le clip de rap, j'ai pu le voir. Il y a eu... vrai ou faux, je sais pas, un droit de réponse du rappeur en question, le black en question, qui dit qu'il a couché avec, etc. Bon, je ne sais pas, mais oui, faut faire la part des choses. Oui, c'est bien si elle peut ramener des gens à notre cause, mais elle n'est pas non plus toute clean. Ça, je fais le parallèle par rapport aux propos d'Emma qui limite prenait le métissage. Donc, alors, bien évidemment, hein, nous sommes contre ça. Donc, bref. C'était un petit parallèle, mais je tenais à le préciser au passage. Donc voilà. Donc souvent, certaines personnes disent qu'il faudrait polisser nos discours, etc. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que nos voix soient plus écoutables ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que notre voix soit de plus en plus écoutable ? Changer, rien, faut tenter des choses. Après, faut tenter, ça passe ou ça casse, voilà. Foutu pour foutu, on y va, on fonce, il faut tenter, il faut prendre tous les créneaux qu'il y a à prendre, tous les réseaux, effectivement, TikTok c'est bien. Enfin, je vais pas dire, je déteste cette application, mais prenez ce créneau-là, YouTube, prenez-le, montrez qu'il y a des faves qui sont audibles, et voilà, il faut y aller.
Et à force, on va ramener des gens pour qu'on soit plus écoutable. Après, telle personne va apprécier, telle personne va pas apprécier, etc. Non, il faut y aller. Voilà, comme disait l'autre, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, on fonce. Donc là, on a parlé de ton passé, mais du coup, à l'inverse, pour l'avenir, tu serais plutôt pessimiste ou plutôt optimiste ? Alors pour l'avenir, j'ai plutôt, plus jeune, j'étais pessimiste. Là, actuellement, ouais, j'ai envie d'être optimiste. Bon, donc j'espère que je ne me trompe pas non plus, que j'ai raison. Qui vivra verra, une fois de plus. Donc si tu le veux bien, on va parler maintenant du sujet quand même central, la marque 9%. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? Alors là, tu me parles de la marque 9%, donc effectivement, ouais, c'est bien ma marque. Ouais, je suis le seul à faire ça, et c'est pas plus mal, parce que pour la petite historique, dans Pride France, on était deux. Donc, effectivement, il y avait Gamin et moi. On bossait ensemble, et je lui ai pas cassé du sucre sur lui, mais à l'époque, il voulait faire un contrat. Moi, j'ai préféré, non, on est potes, on est des hommes, il n'y a pas de contrat. On est des hommes de parole. Et au final, l'avenir m'a donné tort et j'aurais dû faire un contrat. Donc au final, il est sur Pride France, il est tout seul. J'ai voulu refaire un truc dans la foulée, mais pas le temps, pas l'idée, je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait. Et là, plusieurs années après, voilà, je fais ma petite marque. Pas dans le but de faire de l'argent, mais simplement dans le but d'exister et de rappeler aux gens qu'est-ce que c'est que 9%. Là, c'est pas pur sang, c'est pour sang. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai le petit historique que j'ai mis sur les réseaux, que ce soit Instagram ou Telegram. Dans les années 90, pour revenir à l'histoire du logo, 9%, un groupe de bikers a commencé à aborder le logo 9%. Quelle est la signification ? C'est que dans les années 90, il y avait seulement 9% de blancs sur la Terre. Donc effectivement, on est le peuple qui a fait le plus de guerres. Quand je dis le peuple, je ne parle pas de la France, je parle du peuple blanc. Il n'y a que nous qui avons fait des guerres, où on s'est tués entre nous, etc. Les autres peuples font pas forcément les guerres et font beaucoup d'enfants. Donc voilà, les ratios... Les pourcentages s'expliquent là. Mais là, on parle des années 90. Actuellement, malheureusement, le pourcentage 9% n'est plus bon. On est inférieur, faut le savoir. Donc, ce logo, il sert de sonnette d'alarme. Oh, on n'est que 9%. Enfin, moins, mais nous sommes que 9%. Donc, voilà, l'histoire du logo. Ça, c'était des bikers qui l'ont abordé, machin, ça s'est perdu, et je le remets au goût du jour. Donc je ressors ce logo 9%, et avec un petit clin d'œil, parce que pourcent, l'orthographe on le connaît, et moi j'ai fait pur sang, voilà, je vais pas vous faire un dessin, qu'est-ce que c'est que pur sang, donc... c'est un petit jeu de mots, un petit clin d'œil entre pourcent et pur sang, donc 9 pur sang. Donc voilà un petit peu l'histoire. Donc après, j'essaie de diversifier, et comme je te disais, le but c'est d'exister et pas de faire de la thune. Ouais, j'en ai un à foutre, moi j'ai un vrai boulot, je suis pas un cassos à vivre de RSA ou de ci ou de là, je travaille. Et je fais ça, prise de conscience, ni plus, comme je disais auparavant, il y a des créneaux à prendre, ce créneau je le tente, voilà, c'est exister, ni plus ni moins. Donc voilà. Après, moi je fais produire en France, la matière première, ça va dépendre quoi. Voilà, ça va dépendre quoi. Il y a des trucs que j'ai fait produire en Pologne. Sinon, je travaille en France, sur Nice, où là actuellement, je suis en train de bosser sur une boîte qui est à l'ouest de Paris, à 1 heure de Paris, sur Chartres. Donc je bosse par là-bas, aux alentours de Chartres. Donc je bosse avec des boîtes françaises. Donc voilà, après, certes, je pourrais peut-être avoir moins cher ailleurs. Bon, effectivement, j'ai fait un peu... j'ai fait des articles en Pologne, effectivement, mais
Et voilà, ça c'est produit par des pur sang. Ok, et du coup tes ventes les ventes sont au rendez-vous? Après, en termes de vente, je bosse beaucoup avec l'Espagne. Bon, évidemment la France, mais l'Espagne, honnêtement, je sais pas si je bosse pas plus avec l'Espagne qu'avec la France. Un peu en Italie, un peu en Allemagne, gentiment. Après, voilà, c'est simplement exister, sortir un truc, sortir ma marque, c'est sortir mes fringues, pouvoir porter moi mes fringues, voilà. Est-ce qu'il y a une bonne réception de ton projet? Après, bon, mon entourage, ceux qui me commandent sont satisfaits de mes produits. J'ai pas de mauvais retours. Donc la réception, j'ai envie de te dire qu'elle est plutôt bonne. Et pour toi, quel serait réellement l'objectif de 9% et tes projets futurs? L'objectif, réellement, c'est exister, produire des choses, se diversifier. Et voilà, hein, ça suit son cours. Hein. Bah, en projet futur, ouais, moi j'ai envie de rester un peu dans le textile. Survêt, veste. Je fais beaucoup de sport, donc voilà, je me fie à ce que moi je porte. Donc je produis des choses que je porte, que je vais porter, pardon. Et donc voilà, t-shirt de sport, sac de sport, les bananes, les sacoches bananes qu'on peut mettre en bandoulière, tout ça. Je vais produire des choses que je vais porter. Parce que si je les porte, c'est que ça a vraiment une utilité. Par exemple, la banane, on va me reprocher, enfin à l'époque, ça fait longtemps que j'en porte. Hein. On va me reprocher, ouais, ça fait beauf, si ça, mais effectivement, quand tu viens de battre, la sacoche banane, portée en banane, est bien plus efficace que d'avoir une sacoche en bandoulière. Moi, j'aime pas avoir des trucs dans les poches. Ça se perd quand c'est dans les poches. Et si tu viens de battre, la sacoche à la ceinture, ça t'empêche pas de te battre. Donc, et alors qu'en bandoulière, là ça devient gênant, encombrant. Donc voilà, je produis des choses que je vais porter dans la vie de tous les jours. Ceux qui me reprochaient de porter ça, au final, ils en portent actuellement. Donc voilà, on va dire que j'étais un visionnaire sur certains trucs. Voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin et je me vois pas faire une marque non plus de ouf. Tant mieux si ça marche, hein, mais c'est pas le but de m'enrichir, c'est le but d'exister. Donc là, on arrive à la partie finale de l'interview. Quelle serait pour toi ta vision de l'avenir? Allez, c'est un mixte optimiste, pessimiste. Ouais, moi de toute façon, je suis persuadé qu'il va y avoir un choc civilisationnel. Donc les mecs en face, les mecs des quartiers, ils sont suréquipés. Notre gouvernement fait rien. Enfin, quand ils laissent faire, ils sont impuissants, à moins d'envoyer l'armée, effectivement, mais il y a encore. Donc de toute façon, même les flics qui m'interrogeaient me disaient Pierrot, t'as raison, ça va partir en couille. Donc voilà. Non, je suis un peu partagé, j'ai envie d'être optimiste, mais il y a quand même pas mal de pessimisme. Voilà, j'ai un peu ma vision que ça va partir en couille. En plus là, on est en pleine période vaccin, contrôle sanitaire, machin. Ouais, on peut me classer dans ce qu'on appelle complotiste, parce que tout ça, pour moi, c'est un gros saut de merde, c'est plein de conneries pour nous comment dire, nous contrôler, nous diriger. Donc bon, bref, je vais pas développer plus, hein, on veut pas un procès non plus pour certains propos, bref. Très bien Pierrot. Écoute, t'aurais un dernier mot à dire aux auditeurs ou un message à faire passer? Un dernier mot pour les auditeurs, j'espère que vous aimez le travail de la chaîne. Pour ceux qui connaissaient pas ma marque, allez faire un tour, on est sur Telegram, Instagram. Il n'y a pas encore de site internet, mais ouais, il faudrait que je m'y attelle. Après, voilà, je sais pas non plus dans le but de faire de la thune, donc je ne voyais pas l'utilité, mais pourquoi pas, histoire d'avoir un peu plus de visibilité, on va dire. Et un message à faire passer, ça serait, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, prenez tout ce qu'il y a à prendre, tous les créneaux qu'il y a à prendre, faut y aller, faut foncer, faut montrer qu'on existe. Et qui sait, j'espère, à nous la victoire. Merci pour ton interview, bonne continuation à toi. Désolé si j'ai des bruits extérieurs, je suis à la maison et effectivement j'ai mes gamins. Voilà, c'est bien qu'ils s'amusent, même s'il y a un peu de bruit, je sais pas si ça s'entend.
Il vaut mieux des gamins en bonne santé qui font du bruit que certains qui n'en font pas et qui sont à moitié morts. Bon, allez. Encore merci et c'est bien ce que tu fais, lâche pas et à nous la victoire.